Bonjour à tous. Je pense que votre doyen vous l'a dit ce matin. Bienvenue à l'université. Bienvenue dans un L1 Sciences de la vie. Les raisons pour lesquelles vous êtes venus, vous êtes inscrits dans cette filière sont sans doute extrêmement nombreuses, extrêmement diversifiées. Le nombre que vous êtes en atteste vraisemblablement. Mais je suis quasiment persuadé, ou j'aimerais être sûr, qu'il y en a une au moins qui vous est commune. Ce serait une passion pour le monde vivant, le monde qui nous entoure, qui se traduit très souvent, quand on en discute avec les étudiants, en L1 ou par la suite, par soit des appartenances à des associations, à des clubs naturalistes, maintenant ou plus tôt, soit par une passion personnelle, par exemple pour les sports équestres, axe absolument extrêmement classique, soit pour des tas d'autres raisons qui font que le monde vivant est quelque chose qui vous anime. Alors, je dirais que heureusement, parce que pour pouvoir devenir performant dans un domaine, pour pouvoir devenir performant à titre personnel, mais encore plus à titre professionnel par la suite, il est indispensable de se passionner pour ce que l'on fait, de se passionner pour ce que l'on étudie. Donc, dit autrement, si vous n'avez pas de passion pour le vivant, si ça vous ennuie, changez d'amphi tout de suite, il est encore temps. Il y a 50 000 places à l'université de Strasbourg, donc dans des tas de disciplines. Mais avant cela, ensemble, ici, on va essayer de faire un petit tour dans ce monde du vivant pour essayer de voir ce qu'il peut nous dire de lui-même et ce qu'il pourra aussi vous permettre de dire de vous-même. Alors, je vous disais, cette passion, elle doit tous nous animer. Et je suis sûr que c'est quelque chose que nous partageons avec l'ensemble des collègues et que donc, dans l'ensemble des enseignements que vous verrez, vous vous débrouillerez pour essayer de voir où est cette passion de l'enseignant pour ce qu'il vous raconte. Qu'est-ce qui l'anime, lui, personnellement? Mais attention, l'université, ce n'est pas une association naturaliste. Ce n'est pas une association de personnes qui simplement aiment faire de la biologie ensemble. Ce n'est pas l'université du temps libre. C'est un lieu où vous devez vous former pour devenir des professionnels compétents, pour devenir des professionnels de la biologie. Alors en biologie, si on faisait la somme de tout ce que vous savez, les uns et les autres, c'est déjà absolument énorme. Mais que va-t-on faire comme différence entre des choses que l'on sait et ce que l'on peut en faire dans une dimension professionnelle? Je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que j'en ai besoin pour la suite. Dans votre futur monde professionnel, votre employeur, votre responsable, ne vous posera pas des questions de cours pour savoir si vous vous rappelez quelles sont les 4 bases azotées de l'ADN. S'il a besoin de cette info, il sait où la trouver. Ce qui vous sera demandé dans le monde professionnel, c'est d'avoir une aptitude à utiliser ce que vous savez pour, avec ce que vous savez, en le manipulant, pouvoir construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, qui n'est pas évident au départ, qui n'est pas disponible à celui qui vous le demande, sauf par la valeur ajoutée humaine que vous allez pouvoir y apporter. Donc, vous voyez, un professionnel de la biologie, ce n'est pas une encyclopédie vivante de biologie. Un professionnel de la biologie, c'est une personne qui est capable, sur un sujet donné, avec les connaissances qu'il maîtrise, de pouvoir apporter un regard neuf, un regard original, un regard personnel. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse ici, un regard de scientifique. Et c'est comme cela que vous deviendrez des professionnels des sciences de la vie. Mais, une petite difficulté tout de suite. Vous n'aurez, au cours de vos études, aucun cours sur la vie. Aucune UE qui s'intitule la vie. Aucune UE qui s'intitule la science. Alors que c'est ce que l'on attend de vous. Inversement, vous allez avoir des tas d'UE extrêmement diversifiés. Des UE sur les molécules du vivant, des UE de mathématiques pour les biologistes,
des UE de biochimie, des UE sur l'organisation anatomique, l'organisation fonctionnelle de la cellule, des UE de botanique, de génétique, etc. Quand est-ce que va se faire cet amalgame, cette cohérence, cette cohésion de l'ensemble pour que cela nourrisse vos compétences de professionnels de la biologie, de professionnels des sciences de la vie? Ça va être la complémentarité de toutes ces disciplines, de tous ces cours que vous allez avoir sur des sujets extrêmement différents qui vont vous permettre que vous deveniez des spécialistes de biologie. Alors faites juste attention à la phrase que je viens de prononcer. Que vous deveniez des spécialistes de la biologie. Pas que les enseignants fassent de vous. Le point qui est le plus important dans la phrase d'avant, c'est le sujet. Vous. Comment est-ce que vous allez vous placer pendant vos études comme acteur, comme moteur de ce que vous allez devenir? Alors, ce que je souhaite faire avec vous aujourd'hui, c'est très simple. C'est regarder un petit peu quelques grandes notions de la biologie, une démarche d'exploration dans des notions très larges de la biologie, pour pouvoir, avec ces notions larges, regarder ensemble ce que signifient ces deux mots, science et vie, et donc comment, ensuite, dans un cursus d'études, on peut associer ces deux mots pour qu'ils deviennent le moteur de votre formation qui va conditionner votre devenir. Biologie, mot que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis la 6e. Ce mot biologie, si vous en avez déjà regardé l'étymologie, c'est extrêmement simple. Bio, ça veut dire la vie, et logos, ça veut dire le discours. Mais un discours sur la vie, tout est dit d'emblée. Un discours sur la vie, ce n'est pas une récitation de ce que l'on sait. Le mot discours, il est ici à prendre dans son sens premier, dans son sens quasi philosophique. Un discours, c'est une dissertation, c'est un raisonnement, c'est une démonstration. Le discours de quelqu'un, c'est ce par quoi vous allez comprendre comment il réfléchit, comment il arrive à défendre tel ou tel point de vue. Donc, vous voyez, dès lors que l'on parle du mot biologie, quasiment tout est dit. On ne va pas pouvoir résumer la biologie à des simples faits, des simples connaissances, des simples certitudes assénées les unes après les autres. C'est une démarche, d'emblée, dès le mot, c'est une démarche intellectuelle, votre démarche, qui va lui donner son sens, qui va lui donner sa pertinence, qui va lui donner sa puissance. Et pourtant, néanmoins, en biologie, tout commence par des faits. Tout commence par des éléments concrets. Alors, ce n'est pas propre à la biologie, c'est un problème de science. En science, tout se construit à partir de faits. J'ouvre les guillemets. La science a pour objet de décrire des réalités par une recherche constante. La science a pour objet de décrire des réalités par une recherche constante. Je vais profiter de ce que je vais vous raconter aujourd'hui pour, en même temps qu'on va réfléchir sur la notion du vivant, regarder quels sont les critères qui nous permettent de dire si ce que l'on échange, c'est une joyeuse discussion sympathique ou si c'est un discours de science. En l'occurrence, quelques critères qu'on appelle des critères de science qui permettent de préciser la nature du propos. Alors je vous répète, ce premier critère que je viens d'énoncer, la science a pour objet de décrire des réalités par une recherche constante. Et il y a un point qui est central dans cette phrase, c'est le mot « des réalités », c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à nous, que nous percevons par nos sens, que nous voyons, que nous entendons, que nous pouvons toucher, que nous pouvons sentir. Mais regardez bien la précision du mot ou l'imprécision.
Ce n'est pas une phrase qui vous dit « la science a pour objet de vous décrire la vérité ». Non, c'est beaucoup plus modeste. Des réalités. C'est-à-dire quelque chose qui va être dans un processus de révélation progressive, ce qui se termine bien avec le reste de la phrase, par une recherche constante. Donc on avance en permanence dans cette connaissance du vivant. On avance en permanence dans cette connaissance pour arriver, je vais y venir juste après, à une compréhension. Alors, vous voyez, la première difficulté qu'on va avoir pour parler du vivant, eh bien, paradoxalement ou tout bêtement, c'est de le reconnaître. Alors, vous avez une première image ici, qui vous montre une succession d'éléments, les uns vivants, d'autres non. Donc, je vous rassure tout de suite, vous voyez les éléments vivants à gauche. Donc, ces éléments sont des éléments qui vous entourent. C'est-à-dire que la première manifestation du monde vivant, pour nous, c'est simple. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est la biodiversité qui nous entoure. Cette biodiversité est une manifestation du vivant. C'est un premier fait. Tous ces éléments sont autant de réalités qui s'imposent à nous, que nous pouvons nommer et qui sont une manifestation du vivant. Parfois, cependant, la limite n'est pas aussi simple. Détecter ici la présence du vivant, ça ne se voit pas d'emblée au premier œil. Si vous l'avez vu, vous voyez ici des lichens, mais ensuite dire sur l'ensemble des tâches ici lesquelles sont des lichens et lesquels sont des minéraux, c'est loin d'être évident. Donc, vous voyez, cette notion de vivant, dans la manifestation des faits, n'est pas forcément toujours aussi simple à détecter. Ce qui signifie que si je ne peux pas dire d'emblée c'est vivant ou ça ne l'est pas aussi simplement que cela, ça signifie que derrière le fait, derrière l'objet que je vois, l'objet que je perçois, nous allons avoir besoin d'avoir une analyse qui va nous amener à une conclusion, qui va sous-tendre la conclusion. C'est-à-dire, d'une réalité, je vais arriver à une relation intellectuelle sur cette réalité, une façon dont je la considère, une façon dont je conclus, c'est un élément vivant ou ça ne l'est pas, une façon dont je comprends la réalité. Et vous voyez qu'on arrive à une deuxième étape, derrière la description de la réalité, comment allons-nous arriver à une compréhension? C'est la deuxième étape. Alors, je vais néanmoins un petit peu plus loin. Si vous me demandez « qu'est-ce que le vivant ?» et que je vous réponds « eh bien, une muscarie, c'est vivant, une vipérine, c'est vivant, un hérisson aussi, une araignée, un lys, c'est vivant. » Oui, d'accord. Je n'ai pas répondu à la question. Je vous ai montré des exemples, mais où j'ai considéré qu'ils étaient vivants pour pouvoir les utiliser comme exemple pour répondre à la question. Est-ce que je vous ai expliqué quelque chose? La réponse est non, rien du tout. Donc, derrière la manifestation du vivant, il faut que nous comprenions en quoi nous pouvons sous-tendre la conclusion « cet élément est vivant ou il ne l'est pas ». En d'autres termes, quels sont les critères qui vont nous permettre de comprendre ce qui est vivant? C'est-à-dire, quels sont les critères qui me permettent de différencier le monde qui nous entoure et d'arriver à une conclusion raisonnée. Alors, il y a quelques éléments assez simples. Un organisme vivant, c'est un organisme qui se développe. Vous voyez ici une étape de germination, une étape de développement, et puis une fois qu'il s'est développé, qui se maintient, c'est-à-dire qui reste dans un état globalement pour nous stationnaire, et ce, suffisamment longtemps pour qu'il puisse se reproduire. C'est la
troisième étape. Donc un organisme vivant se développe, se maintient suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire. Ce sont des critères du vivant. Vous allez voir que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas aussi simple que cela. Tout d'abord, je m'arrête sur cette phrase. 3 mots. Se développe, se maintient et se reproduisent. Tout cela, comment est-ce que j'arrive à cette conclusion? J'arrive à cette conclusion, je vous ai parlé d'un premier critère de science tout à l'heure. La science a pour objet de décrire des réalités par une recherche constante. On rentre dans un deuxième critère. Ce deuxième critère, c'est les verbes d'action qui vont permettre d'aboutir à un raisonnement de science. Et ces verbes d'action passent par quelques étapes séquentielles. D'abord, je décris. Là, je vois. Je vois quelque chose qui est une graine noire. Si j'avais fait la description jusqu'au bout, j'aurais pu voir qu'elle est tombée d'un organe ici qui s'appelle une fleur et qu'elle est tombée par terre. Donc, je sais qu'elle vient de là. Et puis, si je la place dans les conditions ad hoc, eh bien, je vais voir l'émergence ici de ces premières petites radicelles. Et puis, si je le suis en continu, je vais pouvoir passer à cette petite plantule et ainsi de suite. Bref, une description qui se base sur une observation, qui se base en même temps sur une analyse. Oui, je l'ai vu tomber, ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur la plante puis qui ensuite est tombé par terre, non, ça vient bien d'elle. Je peux faire des expériences pour établir la relation entre les deux, la relation de cause à effet. Et du coup, si je mène suffisamment loin cette analyse, je vais aboutir à une compréhension, c'est-à-dire à une représentation que je me fais de ce qu'il s'est passé. Une fois que cette compréhension est acquise, la science peut expliquer. Donc vous voyez que dans la démarche de science, il va y avoir ces 4 étapes. D'abord, on décrit, on s'approprie ce que l'on voit, puis on l'analyse, on mène des étapes de mise en relation pour pouvoir les comprendre, et c'est à partir de là qu'on pourra expliquer. Mais ces étapes, vous les avez franchies de vous-même. En effet, je viens de vous expliquer ici, de vous montrer le cycle de développement d'une plante qu'on appelle une agave. Et je suis sûr, je ne me fais aucune illusion là-dessus, tout le monde a compris. Comment on passe d'une graine qui germe à une plantule qui va donner un adulte et ensuite un adulte qui va se reproduire avec ici cette hampe florale, donc l'organe de reproduction. Vous avez compris quelque chose, mais par une représentation. En effet, le cycle de vie de l'agave, c'est de 15 à 20 ans. Et vous venez de comprendre en 15 ou 20 secondes ce qui se passe en 15 à 20 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas reproduit dans votre tête la réalité de ce qui se passe en accéléré. Vous avez, avec des bribes, avec des notions, avec des fragments de l'histoire, reconstitué quelque chose. Vous avez utilisé des capacités intellectuelles pour faire apparaître des notions qui vous semblent évidentes sur des bases qui ne l'étaient pas, qui étaient implicites. Et vous avez fait un raisonnement continu sur l'ensemble. Ceci, c'est typiquement une démarche de science où on va mettre les éléments en relation les uns avec les autres pour en tirer quelque chose en supposant qu'entre les deux, eh bien, ok, c'est très bien. À partir de ça, j'imagine que ça va devenir plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, et je vais arriver à un organisme. Mais comment savoir si ce que je viens de vous dire est juste ou faux? Je vous mets cette image ici, sur lesquelles il y a des images de développement, de maintien et de reproduction. Mais je pense que vous n'aurez pas de grandes difficultés à se dire qu'entre la germination d'une graine qui produit des racines sur le côté et le passage ici à visiblement un embryon de vertébré dans une cavité amniotique, donc un mammifère, il y a peut-être une étape qui est un peu douteuse.
Et comment ensuite, à partir d'un mammifère en développement, je vais pouvoir passer à une plante adulte? Et comment de cette plante adulte, je vais passer à la reproduction des marmottes? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, dans les étapes que je vous inviterai à franchir avec une telle image, il y a des choses que vous allez réfuter. Alors, je vous ai mis cette phrase en bas, « Penser, c'est dire non aux apparences ». Vous voyez que ce n'est pas neuf, puisque ça a quelques milliers d'années. C'est une phrase de Platon. Nous arrivons d'emblée au troisième critère de science. La science est quelque chose de réfutable. La science ne craint rien. La science doit être questionnée, doit être interrogée. C'est-à-dire que si l'image que je vous ai montrée avant, d'une graine qui germe à une plantule, à un organisme adulte, ne vous satisfait pas, vous avez le droit de dire « Écoutez, je ne comprends pas le lien entre la 1 et la 2. Est-ce que vous auriez des intermédiaires ?» Oui, je peux vous les montrer. Simplement, vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas faire 20 ans d'observation au jardin botanique pour savoir que c'est bien la graine là qui a donné la plante qui va redonner une graine. Donc il y a bien un moment ou un autre, on va se dire « Oui, là, d'accord, j'ai compris, on peut passer à l'étape suivante. » Mais si le passage de l'une à l'autre n'est pas valide pour vous, vous devez le demander. Vous devez le questionner. Et la science doit vous exposer la réponse, doit vous exposer la limite. Si vous me dites, mais peut-être que la graine là, c'est une graine d'autre chose, et ce n'est pas une graine d'agave, et du coup vous êtes simplement en train de nous faire croire que la graine d'agave, enfin cette graine va donner une plantule d'agave alors que peut-être qu'elle est sortie d'un œuf. Ah, bien. La science est réfutable, ce qui signifie que la science a besoin, pour pouvoir lutter contre cette réfutation, de produire, alors c'est un terme un peu pompeux, mais il est très clair, elle doit produire ses critères de validation publique. Produire ses critères de validation publique. Ça veut dire que quand on fait quelque chose en science, on doit vous dire, voilà, on l'a fait comme ça. Sous-entendu, si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas convaincu, vous savez comment le refaire. Voilà ma recette, voilà mon protocole. Retestez-le. C'est-à-dire que, en science, vous comprenez que si on donne un protocole, ça veut dire qu'on ne craint pas le fait. Le fait, c'est une réalité. Point. Elle s'impose à nous. Après, ce que l'on fait de cette réalité, c'est tout à fait autre chose. C'est une démarche intellectuelle, de construction, que l'on va elle-même retester, remettre sur le crible du raisonnement pour voir si elle tient la route ou pas. Donc, nous arrivons, vous voyez, avec un peu d'esprit critique, à une conclusion, c'est que ce cycle n'est pas le bon, mais que celui-ci va sans doute mieux. Et je vais retrouver simplement ici les 3 mots dont je vous ai parlé avant. Un organisme va se développer. Ici, les étapes premières de l'embryologie. Pour arriver à un état adulte où il se maintient suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire. 3 étapes essentielles du vivant. De ce point de vue-là, le système vivant est un système tout à fait unique. Je remets ces phrases ici. Il se développe, il se maintient, il se reproduit. Mais du développement, ça existe aussi avec des minéraux. Vous prenez une solution saturée en chlorure de sodium et vous mettez une lampe au-dessus, vous allez voir des cristaux se développer et même se maintenir. Se reproduire, c'est plus rare. Je vous l'accorde. Mais il y a une nuance énorme. C'est que par exemple, vous voyez, pour passer ici d'un calcaire quelconque à du marbre récupéré du côté de Carrare en Italie, eh bien, il faut des conditions bien particulières. Il faut avoir du calcaire au départ, ok, soit. Et ensuite, il faut de la pression et de la température. C'est-à-dire, il faut 2 choses qui sont des choses qui conditionnent le milieu extérieur, l'environnement, mais qui ne sont pas en tant que telles de l'organisme. C'est la pression et la température fournies par l'environnement qui vont transformer
une roche sédimentaire quelconque en une roche métamorphique. Rien d'autre. Alors que dans le cas de l'organisme, ces étapes, il se développe, il se maintient, il se reproduit. Tout cela, c'est selon quelque chose qu'il contient. C'est selon l'expression de son patrimoine génétique, selon l'expression de ce plan interne d'organisation qui va guider, qui va coder toutes les étapes de la vie de l'organisme. De ce point de vue-là, vous comprenez qu'en fait, ce développement, ce maintien, ces étapes de reproduction sont des étapes qui potentiellement sont déjà totalement comprises dans l'organisme dès son moment initial. De ce point de vue, le système vivant, l'organisme vivant, est un système qui est autonome. Et c'est là une singularité du vivant. Vous avez compris, le calcaire n'est pas autonome. Il ne devient pas un marbre par l'expression de son patrimoine génétique. Il devient un marbre parce qu'on le presse et parce qu'on le cuit. Alors qu'un embryon de marmotte va devenir une marmotte parce que son patrimoine génétique peut guider, peut contrôler toutes les étapes qui vont permettre de passer de ce stade du développement à un autre stade. Le système vivant est un système autonome. Alors cette autonomie, on va la trouver à deux niveaux. Un que vous connaissez bien évidemment depuis la 6e, c'est la cellule. La cellule, c'est l'unité du vivant. Et je pourrais vous dire de la même façon, une cellule va se développer, elle va se maintenir et elle va se reproduire. Parce que ce que je vous dis sur le vivant n'a de sens que parce que c'est vrai pour la cellule. Premier point, la cellule est une unité du vivant. Deuxième point, il y a une base moléculaire de l'hérédité. C'est-à-dire, c'est toute l'expression de ce patrimoine génétique. C'est ce qu'elle contient qui permet son développement et son devenir. Donc, le vivant est un système autonome, que ce soit à l'échelle de la cellule, ou a fortiori, par conséquence, à l'échelle d'un organisme pluricellulaire. Mais il y a une limite à cette autonomie du vivant. Il y a une limite qui est extrêmement simple. C'est que l'organisme vivant, pour se développer, pour se maintenir, pour se reproduire, eh bien, c'est un système organisé. Si vous laissez un organisme vivant mourir, vous le savez tous, il va se dégrader. Donner de la pourriture, puis de la poussière. Parce que c'est thermodynamiquement plus stable. Et qu'inversement, un système élaboré, eh bien, c'est un système où il y a un coût à payer, un prix à payer pour le maintenir. Et c'est là la limite du vivant. Le vivant, pour se développer, se maintenir, se reproduire, selon l'expression de son patrimoine génétique, est sous la dépendance permanente du milieu extérieur qui doit lui fournir de l'énergie. Et c'est là la limite de l'autonomie du vivant. Le vivant est un consommateur d'énergie par nécessité. C'est là les limites de l'autonomie. Alors, consommateur d'énergie sous différentes formes. Je vous ai mis ici un exemple. Ça, c'est une cellule animale, donc qui va avoir une limite d'énergie. Cette cellule animale va prélever son énergie dans le milieu extérieur, sous forme de matière organique, de molécules énergétiques. Vous avez déjà vu ça au lycée, bien évidemment, avec des sucres qui vont rentrer dans le cycle de Krebs, et à partir de la dégradation desquels, de l'oxydation desquels, on va pouvoir tirer de l'ATP. Donc une source d'énergie que la cellule va pouvoir utiliser. Donc un consommateur permanent. Ça, c'est vrai pour la cellule animale. Pour une cellule végétale, donc avec ses chloroplastes, là, on va tirer l'énergie du milieu qui nous entoure d'une autre façon. On va épuiser de l'énergie lumineuse. Et c'est de l'énergie lumineuse, ici dans les systèmes dits du photosystème, dans les chloroplastes,
qui vont permettre d'élaborer des molécules organiques. Mais vous le voyez, d'en tirer de l'ATP. C'est à partir de l'ATP qu'on va utiliser, qu'on va produire grâce à ces photosystèmes, qu'on va pouvoir élaborer ces molécules. Donc c'est le cheminement inverse de celui qu'on voit ici à droite. Comment de l'ATP tirer des molécules complexes, comment de molécules complexes obtenir de l'ATP. Dans les deux cas, peu importe les modalités, l'organisme est un consommateur d'énergie qu'il prélève dans le milieu extérieur. Donc de ce point de vue-là, la vie animale, la vie végétale, sont des combats pour l'énergie. Restez avec ces 5 idées. Le vivant se développe, il se maintient, il se reproduit, selon l'expression de son patrimoine génétique, grâce à un combat permanent pour l'énergie. Et ça, c'est un point qui est central, parce que s'il y a combat pour l'énergie, eh bien, il y a mise en compétition des organismes pour des ressources qui sont des ressources forcément limitées, parce que notre monde est limité. Et donc, de ce point de vue-là, l'expression de la vie va être une compétition pour l'accès aux ressources. Et ça, c'est un point essentiel pour comprendre la biodiversité. Donc, la vie est un combat permanent pour l'énergie, dans un esprit de compétition entre les organismes. Alors, ceci, remettez-le dans la diversité à la fois des ressources et des milieux de vie. Diversité des ressources, est-ce que je prélève l'énergie sous forme d'une énergie lumineuse ou est-ce que je la prélève directement sous la forme d'une énergie chimique, de molécules de matière organique? Et bien évidemment dans des milieux de vie différents, dans le milieu aquatique ou dans le milieu aérien. Alors, quelques exemples. 1. La compétition des organismes photosynthétiques. Je vous ai montré ici quelques exemples, enfin c'est une image de séquoia, ça se passe bien de commentaires. L'énergie lumineuse, vous le savez, vient d'en haut. Elle arrive sur la surface du globe depuis le Soleil. Vous comprenez tout de suite que pour pouvoir récupérer de la lumière, eh bien, il va falloir exposer de la surface vers cette lumière. Perpendiculairement aux rayons du Soleil, ce sera le plus efficace. Donc, de ce point de vue-là, la notion de compétition chez des espèces photosynthétiques va pouvoir se résumer de la façon suivante. Comment peut-on exposer le plus grand nombre de surfaces possible, de préférence le moins épaisse possible, puisque ça ne sert à rien, ce n'est pas l'épaisseur qui va gagner, c'est la surface. Qu'elle se tienne, qu'elle soit rigide, qu'elle ne tombe pas. Essayez de prendre quelque chose qui est super fin et de le faire tenir. C'est tout le dilemme d'une feuille. Comment est-ce que je vais pouvoir faire tenir une feuille alors que tout dans sa morphologie fait que ça devrait tomber? Soit je la fais tenir avec de la pression d'eau, soit je la fais tenir avec des fibres qui vont la rigidifier. Et tout cela avec un autre enjeu, c'est qu'elle ne soit pas à l'ombre d'une autre feuille qui ne vous appartienne pas. Et vous avez par exemple ici une réponse à ce combat pour la vie. Eh bien, pour y réussir, il suffit d'être au-dessus des autres. Donc une conquête dans la verticalité pour aller à la rencontre de cette ressource énergétique, mais de préférence sans s'effondrer. Aller faire tenir un truc fait avec de la matière molle au départ, les constituants d'une cellule vivante, et essayer de vous débrouiller pour qu'il arrive jusqu'à 120 mètres ou 130 mètres. Donc vous voyez déjà tout un enjeu de toutes les réponses, de toutes les modalités, de la diversité de ce qu'on va pouvoir trouver pour répondre à cet enjeu. Du point de vue des organismes animaux, donc cette fois-ci, la différence que j'ai faite juste avant, c'est que là, l'énergie ne va pas être récupérée sous forme d'énergie lumineuse, mais sous forme de matière organique. C'est-à-dire, dit autrement, un autre organisme vivant qu'on va pouvoir ingérer. Alors, il y a une différence énorme avec ce dont je vous ai parlé avant. C'est que la lumière,
Eh bien, il suffit de vous mettre dans la direction des rayons du soleil et vous bronzez. C'est-à-dire, ils viennent à vous. Essayez de faire pareil avec votre steak à midi, vous aurez sans doute plus de mal. Et donc, vous comprenez que dans le cas de cette matière organique, eh bien, il va falloir se débrouiller, évolutivement parlant, pour que l'organisme et sa nourriture se rencontrent. Donc, est-ce que c'est l'organisme qui, par exemple, fait bouger le milieu qui l'entoure et filtre, récupère ce qui traîne en suspension? Ça arrive. C'est le cas, par exemple, des spongiaires. Est-ce que c'est l'organisme qui se déplace dans le milieu extérieur pour venir prélever de la matière organique, ici le cas d'un daim qui va se nourrir avec des herbes, donc fixé par photosynthèse, donc il n'a qu'à se déplacer à la surface du globe pour prélever ces producteurs primaires qui ont récupéré la lumière du soleil. Et du coup, vous comprenez cette association qui est parfois faite entre les animaux et le mouvement. Alors, dire qu'une caractéristique des animaux, c'est qu'ils bougent, c'est faux, parce que le mouvement existe chez les végétaux aussi, avec des cellules flagellées et tout ce qu'il faut. Donc, c'est faux. Par contre, l'idée n'est pas fausse en tant que telle si on comprend que cette relation de déplacement, dans le cas du monde animal, est une relation qui est à faire directement avec la façon dont l'organisme va prélever sa nourriture, donc va prélever sa source d'énergie. Mais, vous comprenez tout de suite, si vous vous déplacez pour vous nourrir, on arrive vite à un dilemme. C'est que l'animal peut devenir une proie. Et donc la locomotion va pouvoir servir des intérêts totalement différents. La locomotion du lion, c'est se déplacer pour chercher sa nourriture. La locomotion du zèbre, se déplacer pour cueillir des pissenlits, je veux bien, mais il n'a pas besoin d'une musculature très forte pour ça. Sa musculature qui va lui permettre de faire de la course, ce n'est pas pour battre le pissenlit à la course, c'est pour réussir éventuellement à semer le lion. Et donc vous voyez d'emblée que d'une réponse initiale, on va pouvoir tomber dans une réponse secondaire qui est une réponse à la réponse du lion au zèbre, et ainsi de suite. En biologie, c'est ce qu'on appelle une course aux armements. C'est-à-dire c'est un système qui avance, et où on va multiplier la diversité des solutions, mais où tout, depuis le départ, tout ce que je vous ai raconté ici, tourne autour d'un mot. Tout ça, c'est une expression d'une vie pour acquérir des ressources énergétiques, parce que les organismes sont en compétition les uns avec les autres. Alors comment en est-on arrivé là? Grâce à une autre propriété du monde vivant. Le monde vivant est basé sur une unité, l'unité de la cellule. J'en ai parlé tout à l'heure. Il est basé sur une autre unité, l'unité de cette information génétique, les bases moléculaires de l'hérédité, donc son patrimoine génétique. Et à ce niveau-là, il y a une troisième propriété du vivant, c'est que le vivant évolue. Le vivant évolue, le vivant se modifie, et ce, à toutes les échelles de ce matériel moléculaire, que ce soit à l'échelle des bases azotées, des erreurs, des délétions, des erreurs de copie, que ce soit à l'échelle du gène, une duplication, une délétion, que ce soit à l'échelle du génome tout entier. Tout ça, vous en reparlerez en long, en large et en travers. Mon doyen en parlera beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas, Jackie? En L1, deuxième semestre? Oui, je ne me trompe pas. Donc, à ce niveau-là, vous allez voir tout ce qui constitue la variation de l'information génétique qui conditionne forcément la variation de la réponse. Et l'idée de l'évolution est simple. Ça va donner ce que ça va donner. Si ça marche, ça marche. Et on pourra en causer par la suite. Si ça ne marche pas, vous ne l'aurez même pas vu passer. Donc, toute l'évolution va pouvoir se résumer à ces deux étapes.
Une, création de nouveautés à différentes échelles du matériel génétique. 2, sélection du résultat obtenu par les cribles de la vie. Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se maintient? Est-ce que ça se reproduit? Est-ce que ça court après les ressources énergétiques d'une façon suffisamment efficace pour que ça puisse se développer, se maintenir et se reproduire? Si la réponse est oui, ça reste. Si la réponse est non, comme je vous l'ai dit, fin de l'histoire. Et donc, cette notion d'évolution, remise à la lumière de 3,5 milliards d'années, excusez du peu, est ce qui vous permet de comprendre que derrière une unité du vivant, avec des propriétés qui sont toujours les mêmes, et un principe de base, un combat pour l'énergie, vous arrivez à une biodiversité de aujourd'hui 1,7 million d'espèces d'eucaryotes, je précise. Mais 1,7 million d'espèces, ce n'est pas la somme des espèces qui ont existé dans le monde, dans l'histoire de la vie. Il y a des tas d'espèces qui ont existé et qui ont disparu. Certaines que nous connaissons encore, les fossiles, parce qu'on en voit des traces, d'autres qui n'existent plus, j'aurais du mal à vous en parler. Et ceci, notamment, au cours d'une histoire du monde vivant qui a été parsemée par des crises. Je vais vous en citer 2, extrêmement classiques. L'une qu'on appelle la crise permo-triasique, entre l'ère primaire et le secondaire. 80% des espèces ont disparu. Et l'autre, la crise Crétacé-Tertiaire, dont vous avez tous entendu parler aussi, c'est la disparition des dinosaures. Et d'autres espèces aussi, dont les ammonites, on en reparlera un jour ou l'autre. Toute cette notion d'évolution va nous amener à ce que l'on considère en biologie comme l'histoire de la vie, ce que nous pouvons dire sur le monde vivant, avec aujourd'hui des approches extrêmement complémentaires, des approches de génétique, des approches de biochimie, des approches d'anatomie, de physiologie. Et tout ça, ça va vous permettre de comprendre, de porter un regard sur la compréhension que vous vous faites du vivant. C'est-à-dire, tout ça, ça va vous inviter à questionner ce que vous voyez, en le regardant, en l'analysant, en le questionnant, en le réfutant, avec en permanence un souci de rigueur, de raisonnement, d'honnêteté intellectuelle. C'est tout ça qu'on appelle les critères de science, dont je vous ai parlé avant. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer à toutes les échelles du vivant et de vous forger une culture. Vous êtes rentré en sciences de la vie, en L1 sciences de la vie. L'objectif de cette formation, c'est de vous faire comprendre le vivant à toutes ses échelles, avec les outils les plus modernes qui existent aujourd'hui, mais, comprenez bien, avec en permanence une démarche active de votre part pour pouvoir interroger les critères du vivant et interroger les critères du science. C'est-à-dire que vous meniez en permanence une réflexion sans concession, que vous soyez des esprits ouverts et pas des esprits naïfs, que vous soyez des esprits curieux, mais pas crédules, que vous soyez des esprits imaginatifs, mais pas farfelus. Et c'est tout ça qui va faire de vous des esprits libres, bref, qui vous permettra, à votre tour, de prendre votre place de citoyen et de professionnel dans le monde qui vous attend. Donc, bonne année et bonnes études de sciences de la vie. S'il y a des questions, bien évidemment, je suis prêt à y répondre. Et oui. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé d'endosymbiose? Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas parler de tout, mais que l'endosymbiose, c'est quelque chose sur lequel vous reviendrez au cours de ces années
C'est ce qui permet de comprendre le passage des micro-organismes au passage des eucaryotes, c'est-à-dire des organismes plus complexes. C'est présent de façon implicite avec les chloroplastes, avec les mitochondries, mais voilà, on ne peut pas parler de tout. Donc, Autre question ? Sinon, bien évidemment, vous avez 5 ans minimum pour les poser. Vos enseignants sont là pour en discuter. Je vous ai dit au départ, la première chose qu'on demande pour faire des études, c'est d'être passionné. Donc la première chose qu'on demande à un enseignant, c'est lui-même d'être passionné pour sa discipline. Donc de pouvoir interagir sur ces questions-là fait partie de ce qui doit caractériser votre relation étudiant avec vos enseignants. Bien, donc je vous propose de réapplaudir François Goer qui